Bonjour, je suis Pierre Gromada, directeur ACE France et Luxembourg de Technology Solutions. Vous écoutez Chasseurs de Tech, le podcast qui vous connecte au talent de la tech. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Chasseurs de Tech. Je suis Pierre Gromada, directeur de Technology Solutions chez ACE pour la France et le Luxembourg. Aujourd'hui, on va discuter ensemble d'un sujet qui est au cœur de l'actualité depuis l'épisode du Covid, qui est celui du télétravail et du full remote. On est en 2024 et on va faire le point ensemble sur ces pratiques. Et j'ai avec moi aujourd'hui, pour répondre à ces questions, le plaisir d'accueillir deux experts du sujet. Elmedi Lagnandi, qui est coach agile et entrepreneur, et Jonathan Flicker, qui est responsable d'un département de consultance chez ACE dans l'Est de la France. Elmedi, Jonathan, bonjour à tous les deux. Bonjour Pierre. Je vais vous demander de vous présenter tour à tour. Avant d'entamer notre discussion, Elmedi, est-ce que tu veux bien te présenter ? Je te laisse la parole. Merci. Donc, Elmedi Lagnandi, je suis coach agile, Release Training Engineer et entrepreneur. Je suis aussi auteur de plusieurs livres sur l'agilité, qui a tué mon Scrum Master, qui a tué mon coach agile, où, entre autres, on discute aussi un peu du full remote dans le cadre de ce qui se passe dans des DSI. Puis voilà, donc merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Jonathan, tu te prêtes au jeu ? Oui, exactement. Merci Elmedi d'avoir accepté d'être venu pour ce podcast. Je travaille effectivement chez ACE depuis 4 ans, donc ces problématiques, je les rencontre au quotidien, full remote, télétravail, on-site. Et justement, aujourd'hui, j'ai à cœur de partager ce retour d'expérience avec vous et de vous apporter quelques conseils et quelques visions du marché. Merci messieurs. Vous êtes donc tous les deux des experts du sujet. Vous avez tous les deux accompagné de nombreux clients qui se sont posés cette question du télétravail, du full remote, de la meilleure manière en tout cas d'offrir de la flexibilité à leurs équipes ou à leurs consultants. Pour commencer, je vous propose peut-être qu'on explique à nos auditeurs aujourd'hui ce qu'on entend par le terme full remote et télétravail. Elmedi, quelle est ta définition de ces deux termes ? Alors, le full remote, ça va être simplement comme, si on veut traduire, c'est travailler à distance les 5 jours de la semaine, ou un peu plus si on travaille un peu plus. Ça dépend aussi des produits et des projets. Le on-site, ça va être le fait de travailler sur le site du client, en présentiel, faire ses horaires. Et voilà. Et on entend parler aussi de travail hybride. Mm-hmm. Est-ce que ça, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? C'est lorsqu'on va faire un peu des deux. Ça veut dire il y aura, généralement aujourd'hui, on aura le temps d'en parler. On va travailler 3 jours sur site et 2 jours en télétravail, ce qui permet un peu d'avoir plus de flexibilité pour plusieurs raisons. Ça peut être une question RH ou bien une question de motiver les équipes ou encore une question logistique et technique. Ouais, super. Mais il y a un point qui est important, tu l'as cité un peu, c'est qu'il faut faire la différence entre le remote et le télétravail. Parce que souvent, quand on parle du télétravail, c'est le fait de travailler à distance. Et souvent, quand on parle du remote, par abus de langage au moins, ça va être sur des projets qui sont multi-sites ou bien tout simplement qui sont internationaux. Ce qui fait que, voilà, c'est le côté international qui va motiver la partie télétravail. D'accord. Merci pour ça et cet éclairage. Jonathan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, je vais rebondir par rapport à ce qu'il dit. Mes clients, en règle générale, quand il s'agit de remote, justement, je leur pose la question de est-ce qu'il s'agit d'un full remote, est-ce qu'il s'agit d'un travail hybride. Par contre, j'insiste vraiment, et là, je prends ma casquette d'expert en tech, c'est vraiment d'insister pour qu'il y ait des onboarding sur site, justement pour s'imprégner du contexte du client, de rencontrer les différents interlocuteurs ou les différentes personnes des projets. Et ça, c'est pas forcément demandé, c'est pas forcément un prérequis de la part du client, mais j'insiste vraiment que ça soit sur une journée, une semaine ou parfois même un premier mois d'onboarding. Et effectivement, sur le marché, on voit bien que ça prend, même quand c'est du full remote, à quelques exceptions près, généralement quand c'est un projet international, donc le déplacement, il y a aussi des considérations budgétaires, ce qui est tout à fait normal. Quand il y a la possibilité, effectivement, la première semaine, voire même le premier mois, se fera sur site, parce qu'effectivement, il y a cette partie humaine, très importante. Après, ça dépend des métiers aussi, parce que si on fait du change management, c'est vrai que le côté relationnel va primer. Et donc, on va amener les gens, même si on est en full remote, à se déplacer pour connaître, serrer les mains, ce qui va faciliter par la suite la démarche. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. C'est super clair comme réponse. Et j'entends aussi dans votre explication que vous avez de l'expérience avec diverses situations s'agissant de ce sujet. Comment vous trouvez que les entreprises s'approprient
le sujet du télétravail ou du full remote? Alors en fait, là, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le full remote qui est un choix stratégique, ne serait-ce que par la nature des activités. Je donne un exemple, par exemple, une entreprise internationale dont les équipes IT ou autres sont des équipes internationales. C'est un choix de travailler avec les développeurs qui proviennent d'un pays, des Scrum Masters d'un autre pays, etc. Ça peut être une question politique, une question managériale ou encore une question budgétaire. Voilà. Et les entreprises qui avaient le choix et qui ont décidé de passer en remote ou bien hybride ou autre pour un peu suivre la tendance parce que c'est le Covid, parce que ça motive les gens, ça leur donne un avantage. Donc, dans le premier cas, ils ont toujours travaillé en remote, en full remote, sans problème. Et généralement, ils avaient la logistique nécessaire pour le faire. Il faut quand même rappeler qu'en 2024, on a tout ce qu'il faut. Je dis bien 2024 parce que c'est vrai qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire avant le Covid, ne serait-ce que d'un point de vue légal. Aujourd'hui, on peut signer des documents, on peut signer des ventes à distance et ça ne pose aucun problème. On peut faire des assemblées générales à distance et c'est très légal. Donc, ils avaient la logistique et avec ce qui s'est passé en période Covid, ça s'est renforcé et ils ont continué à le faire. La question ne se pose pas. Là, c'est surtout, je pense, ce qui va être plus intéressant à discuter, c'est ces entreprises qui ont un peu franchi le pas à l'occasion heureuse ou malheureuse du Covid. Alors, il faut quand même rappeler qu'avant la période Covid, on commençait un peu à remarquer et que pas mal d'entreprises commençaient un peu à donner un peu de télétravail à leurs salariés. C'était une manière de motiver. Il y avait même une loi qui était passée, qui facilitait. Donc, on pouvait donner une journée, voire même 2 jours par semaine, selon les cas. Et les internes, parce que généralement, c'était que pour les internes, pas les prestataires, ils étaient friands de la chose. Et on voyait déjà comment ça se passait. C'est que la personne n'est pas là 1 jour ou 2 jours, mais c'est pas pour ça qu'on va... Non, au contraire, on en parlera peut-être par la suite, mais le télétravail, généralement, s'il est bien fait, il augmente l'efficience des équipes. Donc, il y avait une première exploration, et puis il y avait le Covid, qu'on connaît tous. Donc, ça a duré quand même 2 ans avec des hauts et des bas, avec des confinements et puis arrêt de confinement. Là, de toute façon, on n'avait pas le choix, à part quelques métiers. Mais en IT, d'une manière générale, je ne veux pas trop m'aventurer, mais on va dire facilement 90% des effectifs pouvaient faire du full remote. Et là, on était confrontés, je me rappelle très bien, les premiers 3 mois, il y avait beaucoup de questions de la part des managers. Oui, mais on fait comment? Et puis les gens aussi, parce qu'il faut reconnaître que le full remote, parfois, il y a des gens qui sont contre. Garder ses enfants sans la nounou, c'est pas simple. Ça, on le sait très bien. Mais d'une manière générale, on s'est organisé et surtout les peurs sont tombées. C'était ça le plus important. Et puis les entreprises, elles ont acquis les outils nécessaires et je pense que tout le monde a survécu durant les 2 ans. Et à la sortie de ces 2 ans, on a pris un peu l'habitude. La plupart ont compris que c'était quand même pas mal parce qu'on était plus productif. Il n'y avait pas 1 heure, c'est la moyenne, je rappelle, dans des endroits comme Île-de-France de transport, 1 heure aller, 1 heure retour. On voulait le garder. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que c'est vrai qu'il y a une certaine tendance pour revenir vers l'hybride. Il y a pas mal d'entreprises qui étaient full remote. Là, ça commence par 2 jours sur site. Maintenant, souvent, c'est 3 jours sur site et 2 jours télétravail. Et je rappelle aussi l'épisode des GAFAM aux États-Unis qui ont essayé un peu de revenir. Ils ont eu des résistances. Je pense que c'est un peu un mouvement général. Les gens, ils ont compris que le full remote, ça rime pas, c'est pas synonyme de rien faire. Et donc, ils veulent un peu garder cette liberté. On en parlera peut-être par la suite, mais c'est vraiment c'est ça, c'est une liberté. Merci Elmedi pour ça et merci pour le pont que tu m'offres parce que j'entends aussi dans ce que tu nous racontes que les épisodes de confinement liés au Covid ont souvent été un déclencheur de l'implémentation du télétravail ou du remote au sein de nombreuses entreprises. Mais aujourd'hui, quand on se projette, tout ça est derrière nous, c'est plus ou moins rentré dans les mœurs. Si on se projette sur les années à venir, quelle est votre vision à tous les deux? Et je te propose peut-être de commencer, Jonathan, sur le devenir du télétravail et du travail en remote dans les entreprises de France. Alors déjà pour nous les recruteurs, ce qu'il faut savoir c'est que la question du télétravail c'est une question qui vient parfois même avant l'aspect rémunération. Donc aujourd'hui la tendance marché c'est un peu plus inversé. C'est pas forcément les clients qui vont instaurer des règles de travail, de télétravail. C'est plutôt le candidat qui va venir aujourd'hui avec des
des envies et qui va imposer peut-être plus ou moins le rythme qu'il souhaite. Parce que je vais faire écho avec ce que tu as dit tout à l'heure, mais le télétravail a amené beaucoup de flexibilité, de confort. Ça permet d'avoir un équilibre vie professionnelle, vie privée. Donc là où ça va avoir un impact, et ça c'est par des échanges que j'ai eus avec des entreprises, il y a eu une réduction du taux d'absentéisme au travail. Donc ça, déjà, au niveau productivité des salariés, ça a eu un impact positif. Ça répond aussi à beaucoup d'enjeux environnementaux. Justement, le fait de réduire ses déplacements, etc. Donc, pour répondre à ta question, l'impact que ça a est très bénéfique pour une entreprise parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui laisse le choix à son salarié d'avoir recours à 1, 2, voire plusieurs jours de télétravail par semaine, c'est un avantage aujourd'hui ils y ont goûté pendant la période de Covid et c'est des choses qu'aujourd'hui ils veulent garder. Merci. Et je complète qu'aujourd'hui pour les prestataires, en tout cas par exemple que je suis, c'est un avantage. On l'appelle pour une mission full télétravail ou hybride. Clairement, c'est plus avantageux pour la personne que on-site. On peut même faire des efforts par rapport à d'autres éléments du package de la mission pour l'accepter. C'est un axe de négociation, effectivement, qui peut y avoir côté candidat et également côté client. Et là où je veux encore ajouter quelque chose, c'est que nous, aujourd'hui, on était face à des clients qui avaient des besoins ultra spécifiques dans certains domaines ou sur certaines technologies. Et le fait d'ouvrir à du télétravail, il ne se cantonnait pas qu'à des candidats locaux. Et du coup, ça répondait à une problématique de pénurie de profils dans la région ou sur certaines technologies, en tout cas dans cette région-là. Alors, ça me permet de citer 2 points. Le premier, c'est pour confirmer ce que vient de dire Jonathan. Et là, je pense à certains projets internationaux, justement, où grâce au télétravail, on a réglé la pénurie, que ce soit d'un point de vue humain ou budgétaire. Et c'est même, au début, c'était la pénurie. Et après, c'est devenu un modèle. Donc, ce sont de grands cabinets de conseil qui ont des sites un peu partout dans le monde. Et du coup, ils ont besoin de telle ou telle personne. Et ben, grâce au télétravail qui est accepté par le client, il va prendre des gens qui sont en intercontrat dans tel ou tel pays. Et ça arrange le client parce que voilà, c'est disponible à ZAP, c'est moins cher. Ça arrange le cabinet parce que ça lui permet de remobiliser les ressources d'une manière très simple. Maintenant, il ne faut pas qu'on oublie aussi que ça, c'est très bien, mais il y a un revers de médaille qui fait que cette internationalisation fait tomber certaines frontières, ce qui fait que parfois... après, c'est pas neuf, c'est un peu l'histoire, le problème de l'offshoring, du nearshoring aussi. Parfois, ça peut avoir un impact négatif sur les TJM, et donc c'est pas forcément une bonne chose pour le produit national. On va dire ça comme ça. Ce que je peux constater, c'est que beaucoup d'entreprises avaient des grilles de TJM, des grilles tarifaires. Aujourd'hui, ces grilles tarifaires ne sont plus d'actualité. Et c'est pour nous, recruteurs, un objectif de faire de l'éducation client par rapport à ça pour indiquer que justement le marché a changé, les TJM ont changé, le rythme de travail a changé et à eux de se mettre à la page. Merci à tous les deux. Et vous parliez un peu plus tôt dans votre explication de certains métiers qui étaient propices au télétravail. Et justement, de votre expérience, est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus propices au télétravail que d'autres ? Oui, alors du coup, de ma fenêtre, côté recruteur, les métiers plutôt sur la partie software donc, peuvent être bien évidemment traités confortablement à distance. Des métiers un peu plus hardware, là c'est un peu plus compliqué où il va devoir y avoir des interventions en local sur site. Donc voilà, il faut un peu de tout. Tout va dépendre des projets, tout va dépendre de la typologie du profil ou justement de la durée de la prestation. Mais ça répond à ta question. Merci. Et la plupart peuvent faire du télétravail aujourd'hui, mais pour un peu donner des exemples de ceux qui ne peuvent pas le faire, même en informatique, je pense par exemple d'un QA, parce que le réflexe serait de dire un QA, il peut faire du télétravail. Effectivement, je vais dire 95%, sauf dans des cas très précis, ça va être une question de sécurité, parce que parfois on a des systèmes, c'est la sécurité prime et on ne va pas permettre l'accès à distance. Ou encore, il y a des domaines où on est sur des machines physiques
qui sont très difficilement atteignables à distance. Alors, ça peut être la sécurité, comme j'ai cité, ou tout simplement une question de configuration technique. Et là, donc, voilà. Même si le métier, c'est un développeur, c'est un testeur, quelqu'un qui peut le faire, mais il ne va pas le faire à cause de l'environnement. Mais d'une manière générale, oui, 95% peuvent le faire. C'est ça l'avantage de l'IT. Et quand je dis l'IT, j'inclus même les métiers, entre guillemets, support de l'IT, même si souvent c'est l'IT qui est le support. Donc les RH, les commerciaux, marketing, etc. Merci Elmedi, merci Jonathan pour ça. Je voulais aussi aborder avec vous la question du travail hybride, parce que depuis tout à l'heure, on parle de télétravail et de travail en remote, mais il y a ce mot travail hybride qui est né dans le vocabulaire commun. Que pensez-vous du travail hybride comme une solution alternative au full remote ? Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? Alors, pour moi, oui. Pour moi, il le faut quand même, parce que après, ça dépend de la nature. Si on est sur un projet international, même si certains le font, ils vont faire venir les gens sur site local juste pour se connecter avec les équipes. Après, chacun fait comme il veut. On peut discuter l'intérêt d'être sur site parce que ça se défend. C'est important. C'est aussi pour rééquilibrer nos propos. Mais d'une manière générale, ça ne sert pas à grand-chose. Autant qu'il se connecte chez lui, s'il a le bon environnement. Et je reviens sur l'exemple que j'ai donné, il va gagner 2 heures d'efficience de transport. Imaginez 1 heure avec... L'exemple, on parle d'une manière générale, mais vous faites 1 heure de RER A, RER D. Quand vous arrivez avec une demi-heure de retard, vous n'êtes pas vraiment dans le meilleur état pour adresser des sujets très complexes, avec la résistance, avec les conflits humains qu'on peut avoir, etc. Donc, si la chose fait que aucune valeur ajoutée pour être sur site, vaut mieux laisser les gens... Maintenant, ce qui se passe dans le fait, c'est 2 choses. Je vais répondre d'une manière directe plus tard. Et là, sur un exemple, on va dire, intermédiaire, c'est qu'il ne faut pas oublier que durant le Covid, il y a eu des choix stratégiques qui ont été pris, parce que je rappelle qu'à un moment donné, durant le Covid, on ne voyait pas plus loin de quelques mois et on pensait que c'était la fin du on-site et que c'est la réalité virtuelle qui va prendre la place de la réalité réelle. Et certaines grandes entreprises, ils ont tout simplement se sont débarrassés de leur siège pour des raisons budgétaires, généralement, ou alors ils se sont délocalisés dans le sens un peu inverse pour se mettre au centre, par exemple, de Paris, de Londres, avec des adresses qui sont très prestigieuses. Mais vous imaginez bien que là où ils étaient en banlieue avec 1000 mètres carrés, dans l'avenue principale, 20 000 € le mètre carré, ça va être un appartement. Je ne veux pas dire un petit appartement, un appartement. Donc, ce genre de choix, avec d'autres choix qui ont été accélérés par le Covid, à savoir le flex office, fait que même après la fin de l'obligation d'être en full remote, et même si peut-être ils ont, pour diverses raisons, besoin de ramener les gens, ils ne peuvent pas le faire en site 5 jours par semaine. C'est juste impossible. Ces entreprises-là ont été obligées soit de rester d'une manière ou d'une autre full remote, mais je rappelle, peut-être on en parlera, qu'il y a des personnes qui sont contre le full remote, tout simplement. Et je ne parle pas des managers, je parle des acteurs de projet, pour des raisons personnelles. Donc, ils étaient un peu obligés de revenir sur l'hybride, parce qu'il n'y a pas assez de place, tout simplement. Et c'est même que ça va très loin dans le sens, vous voulez venir sur site, ok, il faut s'enregistrer, s'inscrire sur une liste parce qu'on va gérer la présence. Donc ça, c'est un peu la première catégorie où on n'a pas le choix. La deuxième, c'est qu'effectivement, c'est une manière de voir les choses de la part du management et ça se défend. Ça se défend moyennement peut-être, mais ça se défend. Parfois, dans certains contextes, on avance plus. Moi, ça me déchire un peu le cœur de le dire, parce que je suis pour le management X.0. Vous pouvez mettre derrière X que vous voulez. Mais bon, parfois, on a des contextes où les gens ils sont plus productifs, malheureusement, sur le terrain. C'est une question de mindset, c'est une question d'environnement. Et donc, comme on ne pouvait pas les faire revenir à 5 jours ne serait-ce que pour des raisons les gens ne sont pas prêts, ne sont pas d'accord, c'était le 3 jours par semaine. Et c'était un peu le juste milieu. Merci Elmedi pour ta réponse et pour ton éclairage. J'aimerais qu'on se place 2 minutes aussi du côté des entreprises et des dirigeants ou des DRH qui nous écoutent. Quand on est de l'autre côté du bureau, comment on met en place une organisation efficace et flexible en termes de télétravail pour ses salariés ? Jonathan, tu peux peut-être démarrer ?
Alors du coup, par rapport à ça, je pense qu'il faut s'organiser. Le télétravail, on a dû s'y mettre un petit peu du jour au lendemain pendant le Covid, mais aujourd'hui, on peut mieux structurer cette partie-là. Je pense qu'il y a une charte de télétravail à mettre en place dans les entreprises. Cette charte de télétravail comprend justement le fonctionnement, les règles de fonctionnement, la sécurisation des données. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est important de parler de ça. Il y a le fait de se doter, de se munir d'outils de communication, d'outils de suivi, de reporting. On peut vous donner des exemples comme les outils comme Trello, comme Teams, etc. C'est des outils aujourd'hui qui permettent aux entreprises de garder du lien, de partager de l'information. Bien évidemment, tout ça, il ne faut pas oublier qu'il faut des échanges en visio. C'est important d'avoir des échanges en visio pour pas chacun travailler dans son coin. Justement, je pense que Elmedi, tu peux intervenir sur cette partie-là, mais la mise en place de daily scrum, de scrum meeting, c'est des choses sur lesquelles 5 minutes, 10, 15 minutes par demi-journée, par journée, je pense que c'est important pour justement créer du lien, garder le lien avec les salariés, avec les équipes. Et ça, c'est des choses sur lesquelles les entreprises aujourd'hui doivent réfléchir et mettre ces choses en place. Et c'est notamment aussi pour ces raisons que il y a des Scrum Masters, il y a des coachs agiles. Et elle me dit, je pense que tu peux donner quelques exemples par rapport à ça. Effectivement, parce que c'est important aussi de se mettre du côté du top management et du middle management, dont l'objectif premier, peut-être même dernier, c'est d'avoir des résultats. Parce que c'est ce qui anime l'existence d'une entreprise. On va pas se leurrer quand même. En fait, ce que veut un manager, et là je mets aussi les RH parce que c'est un peu aussi... eux aussi vont suivre l'efficience des équipes, c'est juste d'atteindre des objectifs. Point, ça s'arrête là. Un des moyens, c'est oui, il faut être là à 8 heures, il faut badger, il faut ceci, il faut cela, mais il faut vraiment ne pas oublier que c'est juste un moyen. Alors malheureusement, peut-être qu'il y a la peau dure, malheureusement, mais ça reste un moyen pour être sûr que, faute d'avoir d'autres moyens, pour être sûr que la personne va être productive, on va essayer un peu d'estimer par le temps et de contraindre par le temps plutôt que par les objectifs. Les solutions, elles existent quand on a envie de les implémenter, et c'est pas pour prêcher ou pour défendre l'agilité, même si ça fait un peu partie de ce que je fais au quotidien, donc c'est un peu normal, c'est difficile de se dissocier, mais on va dire le nouveau mode de management, pour brasser un peu plus large, fait que on a des OKR, on a des moyens pour concrétiser d'une certaine manière les objectifs de l'organisation, et des KPI pour suivre la rentabilité, et j'utilise très exprès le mot rentabilité pour parler aux gens qui veulent avoir des objectifs, des équipes. Donc ça va commencer par des métriques qui permettent de suivre très concrètement comment on avance, et c'est pas comment on va vers l'objectif, mais comment on va vers l'objectif, et si en temps réel, plus ou moins, on est en train d'avancer dans les temps, sans pour autant être dans le flicage, dans le micromanagement, ou déranger les gens avec des questions. Et effectivement, si on prend l'agilité comme exemple, il y a des cérémonies. Alors déjà, la nature de l'organisation du produit, pour ne pas dire projet, parce que si j'utilise projet, je risque de heurter pas mal d'agilistes, fait que on a un peu la main sur ce qui se passe. Et on peut savoir d'une manière très réactive dans quelques jours si on est sur la bonne roadmap ou pas. Voilà. Et puis il y a des cérémonies comme le daily, la rétrospective, le sprint planning, des cérémonies, alors là je reste au niveau de l'équipe, des cérémonies on va dire plus high level qui vont jusqu'au DSI, voir la personne un peu au-dessus qui suit les produits et les projets. Donc si le problème c'est juste de s'assurer que ça avance, on a des solutions. Maintenant, je dis ça, je rappelle que la solution la plus importante, c'est avoir le bon mindset, la bonne culture d'entreprise, parce que ça commence par là. Parce que vous avez beau avoir les meilleurs outils, méthodes, encadrement, ce que vous voulez. Bien sûr, les gens qui sont à distance, c'est leur conscience avant tout. Et après, c'est le cadre qu'on va mettre en place et qu'on va mettre autour. Merci à tous les deux. Un dernier conseil qu'on s'était noté ensemble de donner ici aux personnes qui écoutent ce podcast, c'est aussi que quand il s'agit de mettre en place une politique de télétravail, c'est important quand on est du côté du comité de direction et des décideurs d'entreprise de catégoriser les départements et le public qui sera concerné par le télétravail
puisque même s'il y a des considérations individuelles avec des personnes qui sont plus ou moins ouvertes au télétravail, qui en ont plus ou moins envie, il y a aussi, et on le sait, dans une entreprise, quand on la prend dans sa globalité, des métiers pour lesquels c'est possible et d'autres pour lesquels ce n'est pas du tout possible. Donc c'est important que dans les chartes de télétravail que vous rédigez et qui seront rédigées, ces différences soient prises en considération et soient notifiées pour que tout le monde s'y retrouve et qu'il y ait une forme de clarté et de transparence s'agissant de la politique de télétravail pour qu'elle soit le plus efficace possible pour le public. Alors, en fait, ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que là, je parle vraiment des organisations qui ont la possibilité de le faire. Et généralement, c'est 80%, ils ont la possibilité de le faire. C'est qu'on va faire de l'hybride, justement, mais de l'hybride plus, sans contrainte, sans obligation. Ça veut dire, ceux qui veulent revenir, ils reviennent, ou bien un jour par semaine, et encore, ça dépend des managers. Si le manager, il est vraiment en mode, moi je veux que les objectifs, donc la personne peut ne pas venir 1 mois, 2 mois. Quand on donne cette liberté, qu'est-ce qu'on remarque ? Il y a des personnes, on va dire, des inconditionnels du présentiel, ils vont venir parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer chez eux, ou pour d'autres raisons personnelles ou professionnelles. Ça va être toujours une minorité. Et puis, même les gens qui sont le plus motivés pour faire du full télétravail, un jour, ils vont venir vous voir, ou bien ils vont simplement passer sur site, parce que vous n'avez même pas besoin de les relancer. À un moment donné, ils se disent, oui, moi j'ai besoin de voir X ou Y, ou bien parce que sur un projet, il y a des personnes qui vont passer, qui viennent de loin, donc on va dîner avec eux, on va déjeuner avec eux. Ou bien, tout simplement, c'est la fameuse habitude d'avoir un déjeuner d'équipe 1 fois par semaine, 1 fois par mois, à la fin d'une super livraison très importante, attendue depuis longtemps. Voilà, des choses comme ça qui font que les gens reviennent d'eux-mêmes. De succès. La liberté ne veut pas dire que ça va être du full télétravail, c'est même que c'est très rare que ça se passe comme ça. Et même, pour dire jusqu'à quel point nous avons les outils nécessaires, durant le Covid, plusieurs fois, j'ai assisté à des exercices de team building, au niveau d'équipes de centaines de personnes avec des outils en ligne. Team building, normalement, on est censé être en présentiel. Idem pour les rétrospectives, idem pour les icebreakers, pour les serious games. Alors, certes, il n'y a pas mieux que le présentiel pour ce genre d'exercice, mais de toute façon, si on veut comparer présentiel versus remote, il faut le voir dans le package. Et quand on prend le package, oui, peut-être je perds 10% de l'efficience du team building, c'est vrai, mais je gagne beaucoup plus parce que les gens, ça il faut qu'on parle à un moment donné, c'est que on full télétravail, on travaille plus qu'en présentiel. Je parlais du transport, mais il n'y a pas que ça. Il y a des projets, parce que les gens, c'est aussi le mindset, les gens aussi se sentent un peu redevables d'une certaine manière envers l'employeur qui leur fait confiance. Vous leur envoyez, surtout si c'est un projet international avec les horaires qui sont décalés entre la Chine, l'Inde, les États-Unis et la France. Ils reçoivent un mail ou un message sur leur téléphone, c'est 10 heures. J'encourage personne à travailler au-delà des horaires, bien entendu. Mais bon, c'est juste un exemple. Pour l'avoir fait moi personnellement, à 10 heures du soir, on n'est pas censé répondre, bien sûr. Mais tellement, on est dans la facilitation. Si ça me coûte 10 secondes pour débloquer le collègue, je vais le faire. Donc, c'est un vrai système qui a été rodé grâce au Covid, où tout le monde est gagnant et où, quand on a le bon mindset, la bienveillance... Est-ce que tu crois pas que finalement, c'est aussi une question de mindset ? Parce que répondre à une sollicitation en dehors des heures de travail, qu'on soit en full remote ou pas, c'est aussi une question de personne, moi, je pense. C'est-à-dire que tu as des collaborateurs et des membres d'équipe pour lesquels c'est dans leur ADN. Ils vont le faire et ils vont répondre, et, même en dehors des heures, puis ils vont aider le collègue, ils vont répondre. Et tu as d'autres personnes qui, malgré leur utilisation du télétravail, à la fin de leur journée, ils vont clapper le PC, ils vont fermer leur laptop et ils vont passer à leur deuxième vie, leur vie à la maison. Et donc c'est aussi, je pense, une question de mindset, non ? On est très d'accord là-dessus. Mais c'est juste que le télétravail, il va aider. Il va aider dans le sens... Moi, je reviens d'une journée de travail, c'est déjà 20h ou bien 19h30 avec le transport, etc. Mon réflexe, mon téléphone professionnel, il est quelque part. Peut-être même il est éteint. Voilà. Alors que, et ça, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, dans le télétravail, on a pris l'habitude d'avoir les outils, les applis sur nos téléphones et d'utiliser nos téléphones durant la journée. Et donc, peut-être on prend aussi la facilité, l'habitude de les utiliser au-delà des horaires. Et comme il n'y a pas cette fatigue
il n'y a pas ce stress. Parce que vraiment, j'insiste, les transports, le déplacement, c'est un stress. Et là, je vous parle d'une heure, ça peut être beaucoup plus. On est dans un bon état. Oui, c'est un gain de productivité après pour le salarié et l'employeur. Et on a encore cette énergie qui nous permet de répondre. Encore une fois, j'encourage rien et personne. Mais on a cette énergie pour répondre un peu plus tard. Après, justement, pour éviter ces vertus, je pense que les entreprises aujourd'hui ont accès à des organisations et des entreprises qui forment justement et dans l'accompagnement au télétravail. Et je pense que c'est important, justement, il y a des gens, comme tu l'as dit, qui ne savent pas télétravailler ou qui ne veulent pas télétravailler. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent les accompagner dans cette démarche-là pour que ça soit positif pour tout le monde. Merci à tous les deux. Notre épisode touche déjà à sa fin. C'était une discussion passionnante, passionnée. On voit que c'est un sujet qui fait débat. Elmedi, Jonathan, je vous remercie tous les deux d'avoir partagé votre expérience et votre expertise du sujet. Je remercie également toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont écouté ce podcast. Je vous rappelle qu'il est disponible sur l'ensemble des réseaux Aize. Vous pouvez également réagir sur notre site et sur notre page LinkedIn. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Chasseurs de Tech pour un autre épisode. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Merci d'avoir écouté Chasseurs de Tech. Retrouvez nos podcasts et nos autres contenus sur aize.fr, aize.lu et sur notre page LinkedIn.